Le Niger va acheter des puissants drones turcs d'un rayon d'action de 6500 km. 6500. Incroyable les amis, ça ne rigole plus du tout. C'est la patrie ou la mort. Le discours est international et c'est chaud. L'AES, en unissant, se renforce. Le Niger, en tout cas, va acheter des puissants drones turcs de rayon d'action de 6500 km. Okay, loin de la France, les pays membres de l'AES vont acheter des puissants drones turcs de rayon de 6500 km pour étendre leur capacité. C'est une étape importante que s'apprête à franchir les forces de l'armée nigérienne avec l'acquisition de Anksugur de fabrication turque. La Turquie devient un acteur grand et fort, en tout cas dans la production et la vente des armes sur le plan international. Et cette acquisition stratégique s'accompagne d'un programme de formation intensif puisque 6 pilotes et 6 opérateurs de charge utiles nigériens ont déjà été préparés à la manipulation de ces engins sophistiqués par la prestigieuse Turkish Airlines Flight Academy. Donc 6 pilotes et 6 opérateurs nigériens sont en Turquie pour faire des formations de Turkish Airlines Flight Academy sur comment manipuler, manœuvrer, surtout gérer ces drones très chers que le Niger va accueillir. Selon les informations de l'ancien député panafricaniste Abdourahmane Oumarou, cette formation pointue a totalisé 330 heures de théorie et 318 sorties d'entraînement et 280 heures de vol effectif. C'est-à-dire que c'est un entraînement rigoureux, un entraînement préparé pour des gens définitivement activés dans l'objectif de protéger l'intégrité territoriale, pas seulement du Niger, mais de l'AES dans son entièreté. Alors, ce drone Askunggur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vaut? C'est un drone avancé qui coûte beaucoup d'argent. En effet, le coût unitaire est estimé de 15 à 20 millions de dollars. On parle de drone ici, les amis. 15 à 20 millions de dollars. C'est-à-dire le pays de l'AES est en train de mettre le paquet pour avoir des éléments nécessaires. Parce qu'on comprend, on réalise que l'ennemi et ses capacités sont en train d'avancer. Prenons un exemple simple. Faut pas impliquer l'Algérie. Nous savons que l'Algérie est un pays militairement équipé. Alors pour pas seulement faire face, mais au moins pour se protéger, pour des éventuelles complications, si ça se présentait. On a tous vu ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Mali récemment. Il faudrait s'équiper à hauteur de ce que posséderait l'Algérie, même si on ne dit pas qu'il y aurait de guerre entre l'Algérie et l'AES. Alors, ces drones se distinguent par leur performance impressionnante et devraient considérablement accroître le potentiel opérationnel de l'armée du Niger. Le Niger, on vous rappelle ici aussi, fait face à beaucoup de portions de terrorisme et des syndicats de la négativité. Le drone affiche une vitesse de croisière oscillant entre 180 à 250 km/h et une capacité d'emport considérable de 750 kg. Donc, ils peuvent porter jusqu'à 750 kg de missiles ou de payload. Ce ne sont pas seulement des drones de surveillance, ce sont des drones d'attaque. Ça ne rigole pas. Et ce drone, évidemment, a une autonomie exceptionnelle de 40 heures de vol. Imaginez-vous un drone qui peut voler pendant 40 heures. C'est incroyable, n'est-ce pas? 40 heures de vol. Ceci, évidemment, justifie les 20 millions de dollars pour lesquels on paye. Le drone est équipé de 6 points d'import et doté d'une rayon d'action de 6500 km. Le drone Askunggur surpasse largement en portée le célèbre Bayraktar TB2, limité à 150 km. Le Bayraktar était le drone de choix de beaucoup de pays africains, y compris l'AES, mais le Bayraktar est limité à 150 km. Celui-ci peut aller à hauteur de 6500 km et 40 heures d'autonomie. Le Bayraktar, par contre, ne pouvait rester en autonomie que pendant 24 heures. Donc, il y a mise à jour. Après avoir chassé la France, le Niger, qui fait partie de l'AES, entend renforcer son armée avec de puissants drones turcs afin de mener des interventions ciblées avec une autonomie inédite. Cette acquisition représente un atout majeur pour les forces d'armée nigériennes, renforçant significativement leur capacité de surveillance étendue du territoire. Vous savez, celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas préparer la guerre dans la prière. On ne prépare pas la guerre dans la prière. Avant d'envoyer vos enfants à la prière, envoyez-les à la guerre. Quand je parle de la guerre, c'est une formation. Avant de préparer vos enfants à la prière, préparez-les à la guerre. Et nous partons au Madagascar. Au Madagascar, le président français est parti dans un voyage inédit après beaucoup d'années d'absence de président français,
mais il a déçu tout le monde. Lors de sa récente visite à Madagascar, le président français Emmanuel Macron a abordé la question complexe du passé colonial de la France dans la région. Tout en renonçant les griefs historiques, il s'est abstenu de présenter des excuses officielles. Évidemment, Macron a refusé de présenter des excuses, bien qu'ils aient commis des choses absolument atroces au Madagascar. Puisqu'il n'y avait pas de président français arrivé au Madagascar depuis très longtemps, la plupart, en tout cas, grande majorité de personnes, après les événements qui sont déroulés au Mali, Burkina Faso, au Niger, en rapport avec la France, s'attendaient voir un monsieur Macron apologétique. Au moins une personne qui se dise, écoutez, pour le passé qu'on a connu ensemble, nous sommes désolés. Ça n'a pas été le cas. Monsieur Macron a trouvé toute forme d'excuse pour pas dire nous sommes désolés. Il a plutôt souligné l'importance de créer des conditions propices au pardon et à la réconciliation. Il a souligné que le processus de guérison devrait s'appuyer sur la compréhension et le respect mutuel plutôt que des simples excuses. Waouh! Il refuse de s'excuser tout en disant qu'il faudrait une réconciliation. Vous avez déjà vu quelqu'un qui refuse de s'excuser mais veut une réconciliation? C'est par rapport à quoi? Ensuite, il souligne que le processus de guérison devrait s'appuyer sur la compréhension. Donc la guérison ne doit pas venir du fait que la France demande pardon, mais plutôt que les Malagasy décident de pardonner les Français. Sans avoir demandé pardon, évidemment, on se demande dans quel monde on vit. Il souligne aussi, disons, qu'il devrait y avoir un respect mutuel. Un respect par rapport à quoi? Pour le mal que vous nous avez fait? Je me pose la question. Monsieur Macron a récemment déclaré qu'il ne présenterait pas des excuses officielles pour les actions coloniales de la France, y compris celles menées en Algérie, mais qu'il prendrait des mesures symboliques visant à promouvoir la réconciliation. On ne vous dira pas pardon, on ne vous demandera pas pardon, on ne fera pas un paiement par rapport à ça, comme on l'a fait avec ceux-là en Allemagne, ceux-là, les Amérindiens. Parce que vous, bon, les petits Africains, écoute, on vous respecte pas, il y aura pas d'apologie, pas du tout, mais on va faire des actions mais non vers la réconciliation. Par rapport à quoi? Point d'interrogation. Et il dit, ça ne sera pas seulement limité au Madagascar, ceci aussi est valable pour l'Algérie. Je vous rappelle que la France a aussi causé beaucoup de dégâts en Algérie. Des énormes dégâts incroyables. Et pendant un temps, quand les Algériens voulaient se lever pour se défendre, ils ont été battus et suppressés de manière frénétique et effrénée. C'était incroyable. Beaucoup d'Algériens ont perdu leur vie. On parle de plus de 500 000 personnes. D'autres personnes parlent de beaucoup plus que ça. La France d'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, après que les États-Unis et la Grande-Bretagne eurent acquis leurs bombes atomiques, la France voulait sa propre bombe atomique. L'Angleterre et les États-Unis étaient contre le fait que la France possède une bombe atomique. Les Français, en collaboration avec des chercheurs d'un pays qu'on ne cite pas, ont effectué leur préparation et leurs tests nucléaires, pas en France, mais où? En Algérie. C'est en Algérie que la France a fait ses tests nucléaires à multiples reprises. Et d'ailleurs, en 2024, l'Algérie demandait à la France de donner le répertoire, la liste d'endroits, des sites où ils ont effectué leurs bombes atomiques. Parce qu'évidemment, l'explosion atomique ne vient pas sans dégâts. Après l'explosion, il y a le aftermath qui crée beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes. Comme au Japon, aujourd'hui, il y a encore des enfants qui naissent avec un pied, un œil, tout le bazar à cause de la bombe Hiroshima. Les Algériens demandent un mapping de où on a effectué ces tests de bombes atomiques. La France refuse de donner. La France a fait des bombes atomiques souterrains, aériens, dans le désert, et dans beaucoup d'endroits. Mais on a refusé de donner. Alors, M. Macron dit, on ne s'excusera pas par rapport à ça. Parlons du Madagascar. Au Madagascar, le régime colonial français à Madagascar, de 1897 à 1960, le Madagascar était contrôlé par les Français. Ceci, évidemment, était marqué des violences, d'exploitation, de répression systématique, où l'épisode de brutalité la plus marquante s'est produit lors du soulèvement malgache de 1947. Une répression violente de la résistance anticoloniale qui a laissé des profondes cicatrices dans la société malgache. Donc les Français ont tué des Malgaches comme pas possible, parce qu'ils s'étaient évidemment levés pour résister. Aujourd'hui, les Français parlent de 11 000 morts. Ils disent qu'il y avait 11 000 personnes. Les historiens indépendants parlent de 30 000 à 80 000. Les Malgachis parlent de 100 000. Donc, les Français disent 11 000, les indépendants disent 80 000, les Malgachis disent 100 000. Qui dit la vérité? Point d'interrogation. Et ça ne se limite pas là. Vous voyez ces îles ici? Ça s'appelle les îles éparses. Ces îles appartiennent à Madagascar, mais aujourd'hui sont toujours sous contrôle des Français. Et il faudrait que Madagascar supplie la France. Posez-moi la question, ou laissez-moi vous poser la question. Comment pouvez-vous expliquer le fait que la France, regardez sur la carte, c'est ça la phrase. Comment la France a des territoires ici, aux îles éparses? Comment vous voulez m'expliquer ça?
C'est difficile à comprendre. Madagascar affirme que les îles éparses font partie de son territoire. Le gouvernement malgache a constamment réclamé la restitution de ces îles, les considérant comme faisant partie intégrante de sa souveraineté nationale et de son domaine maritime. En 2024, le président Andry Rajoelina a réitéré sa position de Madagascar. Les îles éparses sont malgaches. Voilà ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, mais le peuple malgache, l'appartenance des îles éparses est une question d'identité nationale. Mais qu'est-ce qu'a dit Macron? Macron n'a pas voulu pointer l'histoire. La France veut gérer les îles éparses, sinon avec Madagascar. Pas restituer, pas donner, mais gérer ça. On se pose la question pourquoi. La revendication du Madagascar a reçu un soutien international en 1979. 79. Soutien international de l'Assemblée générale des Nations unies. Ils ont adopté une résolution affirmant le droit de Madagascar sur les îles éparses. Les Nations unies ont dit que ça appartient à Madagascar. Cependant, la France a maintenu son administration sur le territoire, malgré les Nations unies, invoquant des motifs juridiques et historique. Donc les Nations Unies a dit ça appartient à Malgache. Donnez ça. La France a refusé. Ceci vous démontre l'importance ou le respect qu'on accorde aux Nations Unies. Encore une fois, de manière très bousculante, le Niger va acquérir des drones comme jamais dans le passé. Ce sont des drones à 6500 km de portée. Madagascar est tout à fait déçu du fait que le président français eut refusé de s'excuser ou au moins de présenter des excuses au nom de la France pour les mal qu'ils ont commis pendant l'époque coloniale à Madagascar. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.